À Hébron, en Cisjordanie occupée, les habitants palestiniens vivent dans l'inquiétude ou dans la peur. De nouvelles mesures de sécurité israéliennes ravivent les tensions et sur le terrain, certains redoutent une annexion progressive du territoire. Nous partirons en reportage dans un climat toujours plus tendu au cœur de la vieille ville d'Hébron. À Lyon, un jeune homme a été violemment agressé par un groupe se revendiquant antifasciste. La victime est décédée après plusieurs jours d'hospitalisation. Une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur cette attaque. Retour sur une affaire qui suscite déjà une vive émotion dans tout le pays. Dans l'actualité politique et sociétale en France ce soir, le débat sur la fin de vie revient au cœur de l'Assemblée nationale. Euthanasie, suicide assisté, directive anticipée, le gouvernement français veut faire toute la lumière et veut faire évoluer la loi sur l'aide à mourir, un sujet plutôt sensible qui divise profondément élus et associations. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux en ce 14 février 2026. Mais alors, d'où vient vraiment la Saint-Valentin? Entre histoire religieuse, tradition médiévale et fête commerciale moderne, retour sur les origines d'une célébration devenue mondiale, le décryptage dans le Grand News. Et enfin, ce soir dans le Grand News, dans l'enquête, nous replongerons dans une affaire criminelle qui a marqué la France des années 70. Retour précisément en 1975, la disparition inquiétante d'une jeune femme. Un corps retrouvé quelques jours plus tard, un proche rapidement dans le viseur des enquêteurs et une affaire qui a marqué toute une région, une plongée dans un cold case des années 70 à suivre à la fin de ce Grand News dans l'enquête du Grand News. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans votre Grand News. Direction maintenant la Cisjordanie occupée. À Hébron, ville emblématique du conflit israélo-palestinien, la pression sécuritaire s'intensifie. Le gouvernement israélien a récemment adopté une série de mesures qui inquiètent profondément les habitants palestiniens. Et bien sur place, vous allez le voir, beaucoup dénoncent un quotidien de plus en plus contraint et redoutent à terme une forme d'annexion de fait. Voici notre reportage. Dans les ruelles étroites de la vieille ville d'Hébron, la tension est palpable. Ici, chaque déplacement se fait sous surveillance. Les checkpoints, les grilles métalliques et la présence militaire rythment désormais le quotidien des habitants palestiniens. Depuis plusieurs semaines, une série de mesures décidées par le cabinet de sécurité israélien suscite une vive inquiétude. Officiellement, il s'agit de renforcer la sécurité dans une zone marquée par des violences récurrentes. Mais pour de nombreux Palestiniens, la réalité est tout autre. Sur le terrain, les restrictions de circulation se multiplient. Les commerces tournent au ralenti. Et les habitants disent se sentir de plus en plus isolés. Hébron est une ville unique en Cisjordanie. Environ 800 colons israéliens y vivent au milieu de plus de 200 000 Palestiniens, sous haute protection militaire. Une cohabitation explosive, héritée des accords passés, mais qui reste aujourd'hui extrêmement fragile. Pour plusieurs organisations locales, les nouvelles décisions sécuritaires pourraient modifier durablement l'équilibre déjà précaire de la ville. Certains habitants parlent même d'une annexion progressive qui ne dirait pas son nom. Du côté des autorités israéliennes, on insiste. Ces dispositions sont nécessaires pour prévenir les attaques et protéger les civils. Mais sur le terrain, la méfiance domine. Dans les souks partiellement désertés, les commerçants s'inquiètent pour leur avenir. Les familles, elles, redoutent une détérioration durable de leurs conditions de vie. Hébron reste ainsi l'un des points les plus sensibles du conflit israélo-palestinien. Et malgré les appels au calme, la crainte d'un nouvel embrasement demeure bien réelle. Une violente agression qui tourne au drame à Lyon. Un militant nationaliste du collectif Némésis a été passé à tabac jeudi soir par plusieurs individus présentés comme appartenant à une mouvance antifasciste. Et oui, grièvement blessé, le jeune homme a succombé à ses blessures après plusieurs jours d'hospitalisation. Une enquête est désormais ouverte et en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Le récit de nos équipes pour le Grand News. Le drame s'est noué jeudi soir, dans les rues de Lyon. Ce soir-là, un jeune militant nationaliste du collectif Némésis est violemment pris à partie par plusieurs individus. Selon les premiers éléments, l'agression serait liée à des oppositions idéologiques entre groupes militants. Rapidement, la situation dégénère. La victime est rouée de coups. Elle s'effondre grièvement blessée.
Les secours interviennent en urgence. Transporté à l'hôpital dans un état critique, le jeune homme lutte plusieurs jours entre la vie et la mort. Mais malgré la prise en charge médicale, son pronostic vital, engagé dès le départ, ne s'améliore pas. Il finit par succomber à ses blessures. L'affaire provoque une onde de choc et ravive les tensions entre mouvances politiques radicales. Les enquêteurs cherchent désormais à établir précisément le déroulé des faits. Combien d'agresseurs étaient présents? L'attaque était-elle préméditée? Et quelles responsabilités individuelles pourront être retenues? Une enquête judiciaire a été ouverte, tandis que plusieurs témoignages et images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. Sur les réseaux sociaux comme dans la sphère politique, les réactions se multiplient, chacun appelant à faire toute la lumière sur ce passage à tabac mortel. À ce stade, les investigations se poursuivent pour identifier l'ensemble des participants à l'agression. Une affaire sensible, dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions militantes. C'est l'un des débats les plus sensibles du moment. Le gouvernement relance la réflexion sur la fin de vie avec la volonté affichée de créer un nouveau modèle français à l'aide à mourir. Plusieurs pistes sur la table, élargissement des critères d'accès, prise en compte des directives anticipées ou encore distinction entre euthanasie et suicide assisté. Alors, quelle est la majorité des questions sur le sujet qui reste hautement explosif et divise profondément la classe politique comme le monde médical? Explication par nos journalistes pour l'équipe du Gros News. Regardez. Le débat sur la fin de vie s'intensifie à nouveau en France. Le gouvernement souhaite poser les bases d'un « modèle français » de l'aide à mourir, un chantier sociétal majeur voulu par Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, la possibilité d'élargir les conditions d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. Les partisans de la réforme plaident pour un cadre plus souple, qui prendrait davantage en compte la volonté des patients. Parmi les pistes étudiées, le poids renforcé des directives anticipées, la notion de souffrance physique ou psychologique, ou encore l'accès pour certains patients atteints de maladies graves et incurables. Mais le texte soulève de fortes réserves. Plusieurs élus et professionnels de santé redoutent une évolution trop rapide sur un sujet éthique majeur. La question du pronostic vital engagé, des garanties médicales ou encore du rôle des médecins reste au centre des débats. Autre point sensible, l'éventuelle prise en compte des mineurs dits « émancipés » évoqués par certains amendements, qui suscitent de vives réactions. À l'Assemblée nationale, les discussions s'annoncent longues et complexes. Le gouvernement espère trouver un équilibre entre respect de la volonté des patients et encadrement strict de la pratique. Mais sur ce sujet profondément intime et moral, le consensus politique reste, pour l'instant, difficile à atteindre. Le débat parlementaire doit se poursuivre dans les prochaines semaines, sous haute attention de l'opinion publique. Chocolat, fleurs, dîner en amoureux. Chaque 14 février, la Saint-Valentin célèbre l'amour aux quatre coins du monde. Mais derrière cette fête très populaire se cache une histoire bien plus ancienne, des décennies même, mêlant légende chrétienne, tradition médiévale et évolution commerciale. Alors qui est vraiment Saint-Valentin, comme on le décrit tout le temps? Élément de réponse avec notre journaliste et enquêteur Bernard Fleury qui a enquêté rien que pour vous. Regardez. Il semble y avoir un petit souci technique. Permettez-moi de relancer ce reportage. Qui est vraiment Saint-Valentin? Élément de réponse avec Bernard Fleury. Chaque année, le 14 février, les amoureux échangent mots doux, roses rouges et cadeaux. Une tradition bien ancrée, mais dont les origines remontent à près de 2000 ans. Selon la légende la plus répandue, Valentin était un prêtre chrétien vivant à Rome au Ier siècle. À cette époque, l'empereur Claude II aurait interdit les mariages de jeunes soldats, estimant que les hommes célibataires faisaient de meilleurs combattants. Valentin aurait alors défié l'autorité impériale en célébrant des unions en secret. Découvert, il est arrêté, puis exécuté le 14 février, aux alentours de l'an 269. Au fil des siècles, la figure de Saint-Valentin évolue. C'est au Moyen Âge, en Europe, que la date du 14 février commence réellement à être associée à l'amour romantique. En Angleterre et en France notamment, on croyait que les oiseaux choisissaient leur partenaire à cette période de l'année, renforçant le lien symbolique avec les amoureux. Peu à peu, l'échange de billets doux, appelé « Valentine », se répand dans la société aristocratique puis populaire. Mais la Saint-Valentin telle que nous la connaissons aujourd'hui prend surtout son essor au VIe siècle. Avec la révolution industrielle, les cartes imprimées,
puis les cadeaux, fleurs et chocolat transforment progressivement la fête en événement commercial mondial. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est célébrée dans de nombreux pays, chacun avec ses traditions. Fête de l'amour pour les uns, opération marketing pour les autres. Une chose est sûre, plus de 17 siècles après la légende du prêtre Valentin, le 14 février continue de faire battre les cœurs. Et voici l'enquête du Grand News ce soir qui nous ramène à près de 50 ans en arrière. En octobre 1975, Marie-Béatrice Roman, âgée de 22 ans, disparaît après une soirée entre amis dans une petite ville de province. 3 jours plus tard, son corps est retrouvé sans vie. Très vite, les soupçons se portent sur un homme de son propre entourage, mais l'enquête va connaître de nombreux rebondissements avant d'aboutir. Le récit de cette affaire qui a marqué les années 70 dans l'enquête du Grand News. Et l'enquête est signée bien évidemment comme tout le temps par Bernard Fleury. Regardez. Nous sommes en octobre 1975, dans une petite ville de province française. Marie-Béatrice Romain, 22 ans, est décrite par ses proches comme une jeune femme discrète, sans histoire. Ce samedi soir, elle quitte le domicile familial pour rejoindre des amis. Elle ne rentrera jamais. Très vite, l'inquiétude gagne la famille. Le lendemain, son sac à main est retrouvé près d'un parking en périphérie de la ville. Pour les enquêteurs, un élément intrigue immédiatement. Aucun signe de vol. Aucun témoin direct. Et une disparition brutale. Les recherches s'intensifient. 3 jours plus tard, le corps de la jeune femme est découvert dans un terrain isolé. L'autopsie révèle une mort violente. La piste criminelle ne fait plus de doute. Rapidement, les soupçons se portent sur l'entourage proche de la victime. Un nom revient avec insistance, celui d'un jeune homme qu'elle fréquentait depuis quelques semaines. Placé en garde à vue, il nie toute implication. Faute de preuves matérielles suffisantes, il est relâché. L'enquête piétine. Pendant plusieurs années, le dossier reste ouvert, mais sans avancée majeure. Jusqu'à un rebondissement inattendu à la fin des années 1970. Un témoignage tardif vient fragiliser l'alibi du suspect principal. Les enquêteurs reprennent tout depuis le début. Après de nouveaux interrogatoires, l'homme finit par être mis en examen pour homicide volontaire. Le procès, très suivi à l'époque, met en lumière une relation devenue conflictuelle entre la victime et le suspect. Selon l'accusation, la soirée aurait dégénéré après une dispute. Reconnu coupable par la cour d'assises, il est condamné à une lourde peine de réclusion criminelle. Une décision qui met fin, en partie seulement, aux zones d'ombre de cette affaire. Car encore aujourd'hui, certains proches de la victime continuent de s'interroger sur le déroulé exact de cette nuit d'octobre 1975. C'était Bernard Fleury pour l'enquête du Grand News. Et c'était l'enquête du Grand News consacrée à la disparition de Marie-Béatrice Romain, 22 ans, disparue en forêt après une soirée avec ses amis. C'était le Grand News pour vous informer le plus complètement possible. Attention, les routes vont être glissantes, prenez bien soin de vous. D'ici quelques instants, vous pouvez retrouver la météo complète pour le Grand News et rien que pour vous. Je tenais à vous remercier de votre fidélité pour tous vos messages d'amitié et de soutien que vous m'avez envoyés cette semaine. Je tenais à vous dire pardon d'avoir été absent pendant ces quelques longues semaines. L'actualité n'attend pas puisque samedi prochain, c'est le retour du Grand News pour de nouvelles informations. D'ici là, passez un très bon week-end, une très belle semaine et un peu en avance, une très belle semaine. Merci de nous rester fidèles.